Le canon d'acier froid d'un pistolet Glock de 9 mm pressait la tempe de Julian Thorne avec une insistance tremblante qui trahissait l'inexpérience et la panique de l'homme qui tenait l'arme. Julian, dont la respiration restait lente et presque méditative, ne laissait transparaître aucune terreur sur son visage, mais plutôt une expression de déception stoïque tandis qu'il tenait délicatement une bouteille de vin rouge d'un millésime particulièrement rare. Le supermarché haut de gamme, avec ses étagères en bois poli et son éclairage chaleureux conçu pour mettre en valeur la fraîcheur des produits bio, s'était transformé en un théâtre d'une tension insoutenable où les clients aisés se figuaient comme des statues de cire. Observant la scène avec un mélange morbide d'horreur et de fascination depuis la sécurité des rayons des produits laitiers et de la boulangerie artisanale. L'agent de police, dont l'insigne portait le nom de Miller et dont l'uniforme semblait trop petit pour sa carrure robuste et moite, hurlait des ordres incohérents qui résonnaient sur le sol en marbre immaculé de l'établissement. Ses yeux bleus, injectés de sang et exorbités, étaient fixés sur le costume gris anthracite et la peau sombre de Julian, tandis qu'il se forgeait une image de menace là où il n'y avait qu'un homme qui s'offrait un dîner après une longue semaine au bureau fédéral. Miller avait décidé, sous l'effet de préjugés profondément ancrés et d'une arrogance toxique, que Julian n'avait rien à faire dans ce quartier et que sa présence, notamment le fait qu'il choisisse des vins coûteux, constituait une offense personnelle ou une activité suspecte qui exigeait une démonstration immédiate et létale d'une autorité mal placée. Julian analysa la situation en une fraction de seconde, évaluant la distance entre l'index de Miller et le pontet, ainsi que la position des civils susceptibles d'être blessés en cas de tir instinctif. D'une voix grave et calme, celle d'un baryton entraîné à la diplomatie et à l'interrogatoire, Julian parla lentement pour ne pas effrayer le tireur, l'informant qu'il commettait une erreur monumentale qui lui coûterait bien plus que sa carrière. Il expliqua que dans la poche intérieure de sa veste, il ne dissimulait pas d'arme, mais une carte de membre du FBI l'identifiant comme agent spécial superviseur, une fonction que Miller, aveuglé par la fureur, ne pouvait même pas concevoir comme possible pour l'homme qui se tenait devant lui. Le sifflement des portes automatiques coulissantes annonça l'arrivée d'une nouvelle présence qui rompit l'atmosphère, brisant la vision tunnel dans laquelle Miller s'était dangereusement enfermé. Le chef de police Reynolds, un homme aux cheveux argentés et à l'air sévère, alerté pour sa propre sécurité alors qu'il faisait ses courses dans le magasin voisin, entra en scène avec l'autorité d'un général sur le champ de bataille, scrutant la situation d'un seul regard expert. Il n'avait besoin de personne pour comprendre ce qui se passait, l'attitude digne et défensive de Julian contrastait si violemment avec l'agressivité débridée et raciste de son subordonné que la vérité apparut avec une clarté douloureuse, révélant la corruption morale qui avait gangrené son service. Reynolds dégaina son arme, non pour la pointeur sur Julian, mais pour la tenir basse, en alerte. Sa voix claqua comme un fouet, ordonnant à Miller de baisser immédiatement son arme sous peine de mort. L'agent Miller, déstabilisé par cette interruption et sentant son assurance s'évaporer, cligna des yeux à plusieurs reprises, tournant la tête vers son supérieur avec une expression d'incrédulité enfantine, comme s'il attendait du chef qu'il approuve ses actes plutôt que de les condamner. C'est dans ce moment d'inattention que Julian, d'un geste fluide et élégant, désarma l'agent en lui faisant pivoter le poignet et en immobilisant le pistolet, le laissant tomber au sol dans un bruit sourd qui résonna comme un jugement définitif. Le chef Reynolds s'avança d'un pas lourd et déterminé, arrachant l'insigne de Miller de sa poitrine avec une force telle qu'elle déchira sa chemise. Il déclara haut et fort, à la vue et à l'œil nu, que Miller était immédiatement renvoyé et arrêté pour agression avec circonstances aggravantes. L'humiliation de Miller fut totale et publique, le transformant en quelques secondes de prédateur en proie, menotté par son propre supérieur et contraint de s'agenouiller sur le sol qu'il dominait quelques instants auparavant. Julian redressa les revers de sa veste, récupéra sa bouteille de vin, miraculeusement intacte, et regarda l'ancien officier avec une froide pitié, comprenant que cet incident n'était pas la fin, mais le début d'une guerre bien plus vaste et complexe. La nouvelle de l'incident se répandit comme une traînée de poudre dans la ville, alimentant les débats télévisés et provoquant des manifestations devant le commissariat central pour exiger des réformes systémiques. Julian, quant à lui, se réfugia dans la solitude de son appartement minimaliste du centre-ville, un espace aux lignes épurées et orné d'art moderne, reflet de son besoin d'ordre face au chaos du monde extérieur. Il savait que Miller n'était pas un loup isolé, mais bien le produit d'une culture d'impunité protégée par de puissants syndicats et des politiciens corrompus qui n'hésiteraient pas à instrumentaliser cet événement pour discréditer le FBI et le chef Reynolds lui-même, transformant la justice en un jeu d'échecs politiques sordide. Le lendemain matin, Julian fut convoqué à une réunion informelle dans un café sans prétention près du palais de justice. Il y rencontra Elena Vance, procureur réputée pour son intelligence vive et sa quête inlassable de la vérité. Elena,
les cheveux noirs tirés en un chignon strict, le regard intelligent scrutant Julian, l'avertit que le syndicat de police préparait une défense agressive pour Miller, plaidant le stress post-traumatique et présentant Julian comme l'instigateur. L'alchimie entre eux fut immédiate et électrique, née non seulement d'une attirance physique mutuelle, mais aussi de la conscience partagée d'être des combattants dans un système qui récompensait souvent la médiocrité et punissait l'excellence, unissant leurs forces dans une alliance nécessaire. La stratégie de défense de Miller commença à se déployer avec une brutalité calculée dans les médias à sensation, diffusant de fausses informations sur le passé de Julian et remettant en question ses méthodes en tant qu'agent fédéral. Julian garda le silence, confiant dans la stratégie à long terme qu'il avait élaborée avec Helena et le chef Reynolds, sachant que répondre à chaque provocation ne ferait qu'alimenter le cirque médiatique que les avocats de Miller souhaitaient créer. Au lieu de cela, Julian se concentra sur l'enquête concernant les liens financiers de Miller, découvrant un réseau de pots-de-vin et d'extorsion qui liait l'ancien officier à une organisation criminelle locale opérant sous la protection de certains éléments corrompus au sein des forces de police. Helena et Julian passaient des nuits entières à éplucher des documents et des enregistrements dans son bureau, entourés de cartons d'archives et de tasses de café froid, à monter un dossier qui non seulement ferait condamner Miller, mais démantèlerait tout le système qui l'avait permis. Dans ces moments d'épuisement partagé, les barrières professionnelles commencèrent à s'estomper, révélant la vulnérabilité et l'humanité qu'ils dissimulaient tous deux derrière leur armure de compétence et de professionnalisme. Une nuit, alors que la pluie fouettait les vitres du gratte-ciel, Julian confia à Helena le poids de toujours être l'homme parfait, l'agent irréprochable qui ne pouvait se permettre la moindre erreur, car sa couleur de peau faisait de lui une cible perpétuelle pour des hommes comme Miller. L'escalade du conflit atteignit son paroxysme lorsque Julian, rentrant chez lui en voiture un soir, réalisa qu'il était suivi par un véhicule sombre et banalisé ou une tactique d'intimidation classique employée par ceux qui se sentent acculés. Au lieu de fuir ou d'appeler des renforts, Julian se dirigea calmement vers une zone industrielle abandonnée où il savait avoir l'avantage tactique, attirant ses poursuivants dans un piège tendu avec une grande perspicacité. Lorsque des hommes de main engagés par les alliés de Miller tentèrent de lui tendre une embuscade, ils tombèrent sur un non pas bureaucrate apeuré, mais sur un opérateur de terrain hautement qualifié qui neutralisa la menace avec une précision chirurgicale, laissant les assaillants hors d'état de nuire et prêts à être pris en charge par les unités tactiques que Julian avait discrètement alertées. Le procès de Miller a fait sensation, la salle d'audience étant comble de journalistes et de militants, impatients de voir si le système fonctionnerait enfin correctement ou s'il faillirait une fois de plus. Helena a mené l'accusation avec une éloquence magistrale, démantelant à un les arguments de la défense et présentant des preuves de corruption ainsi que les images de vidéosurveillance haute définition du supermarché montrant l'agression injustifiée. Julian a témoigné avec le même sang-froid qu'il avait affiché sous la menace d'une arme, relatant les événements avec une précision objective qui contrastait fortement avec les accès de colère et les contradictions de Miller. Visiblement effondré à la barre sous le poids de ses propres mensonges, Miller s'est effondré. L'arrogance de Miller causa sa perte. Dans une tentative désespérée de justifier ses actes, il se lança dans une tirade raciste au tribunal, plongeant la salle d'audience dans le silence et horrifiant même ses propres avocats. Le jury, composé de citoyens témoins de la dignité inébranlable de Julian face à la haine viscérale de l'accusé, délibéra rapidement et le déclara coupable de tous les chefs d'accusation, notamment agression à l'arme blanche et violation des droits civiques. La peine fut sévère, signifiant clairement que l'impunité pour les abus de pouvoir était révolue, du moins dans ce tribunal et à ce moment historique. Suite au verdict, le chef Reynolds annonça une purge massive au sein du département, s'appuyant sur les preuves recueillies par Julian pour licencier et poursuivre en justice des dizaines d'agents corrompus qui avaient terni l'honneur de l'institution pendant des années. La ville entama un lent processus de guérison et de réforme, porté par le courage d'un homme qui refusait d'être une victime et d'une femme qui maniait la loi comme une épée de vérité. Julian et Helena, désormais libérés de l'ombre du procès, arpentèrent ensemble les rues de la ville qu'ils avaient contribué à purifier, sachant que leur relation, forgée dans le feu du conflit, était aussi forte et durable que la justice qu'ils avaient rendue. Cependant, la victoire n'était pas sans cicatrice, car Julian savait que le prix à payer pour affronter le pouvoir établi était une vigilance constante. Les ennemis vaincus oublient rarement, et la rancune est une graine tenace. Malgré cela, il trouva la paix dans la certitude de ses actes et dans la main d'Helena entrelacée à la sienne, comprenant que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la résolution d'agir avec intégrité malgré elle. L'histoire de sa vie continua, mais ce chapitre sombre était clos, laissant derrière lui un héritage de résilience et la preuve irréfutable que sous-estimer un homme sur son apparence est la pire erreur qu'un tyran puisse commettre. Quelques mois plus tard, Julian fut promu à un poste de direction stratégique au sein du FBI,
chargé de superviser les affaires de corruption institutionnelle à l'échelle nationale, mettant ainsi son expérience et son intégrité sans faille au service d'une cause encore plus importante. L'agent Miller, désormais incarcéré dans une prison fédérale, devint une simple note de bas de page dans les livres d'histoire judiciaire, un exemple édifiant des dangers de l'arrogance et du racisme dans l'exercice du pouvoir public. La vie reprit son cours, complexe et semée d'embûches, mais au cœur de la ville, la légende de l'agent qui garda son sang-froid face à la mort et changea le système avec dignité demeura une lueur d'espoir pour tous ceux qui attendaient encore que justice soit faite. L'hiver s'était installé en ville, recouvrant les gratte-ciel et les parcs d'un manteau de neige silencieux. Julian, depuis la fenêtre de son nouveau bureau, contemplait le paysage urbain, songeant au chemin parcouru depuis ce rayon de supermarché. Elena entra, deux cafés à la main et un sourire radieux, lui rappelant qu'au-delà du devoir et des difficultés, il existait le bonheur et l'amour, des récompenses bien méritées pour ceux qui osent défendre la justice. Ensemble, ils fixèrent l'horizon, prêts à affronter tous les défis que l'avenir leur réservait, forts de leur caractère et de la conviction inébranlable que la vérité finit toujours par triompher.